Vous est-il déjà arrivé de vous dire: «Mais pourquoi est-ce que je recommence encore?» Même type de conflit, même réaction, même peur, même manière de me décourager, de me fermer ou de me mettre en colère. Nous savons parfois très bien que cette manière de faire ne nous convient plus. Nous nous promettons que la prochaine fois, nous réagirons bien autrement. Et pourtant, lorsque la situation se représente, quelque chose repart presque tout seul. Comme si une ancienne route s'ouvrait sous nos pas avant même que nous ayons pu avoir le temps de la choisir. Eh bien, alors pourquoi répétons-nous les mêmes schémas? Et surtout, comment introduire suffisamment de conscience dans nos automatismes pour qu'une autre réponse devienne possible? Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Alors, dans cette chronique du mage, neuvième épisode de cette chronique du mage, j'ai envie de vous partager quelque chose autour de la répétition de nos schémas pour comprendre comment ces schémas fonctionnent. Qu'est-ce qui fait que nous avons des habitudes? Qu'est-ce qui fait que nous avons aussi des automatismes? Qu'est-ce qui fait que nous répétons des scénarios? La dernière fois, nous avons parlé effectivement du karma. Nous avons pu voir que nous créons notre vie et que nous vivons dans les conséquences de notre passé. Donc, c'est une chronique un peu préalable que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui, je vous invite à vous questionner sur cette notion de pourquoi répétons-nous toujours les mêmes schémas. Alors l'intention de cet épisode, c'est de travailler autour de cette question-là, c'est de voir que nos schémas ne sont pas forcément nos ennemis, ils se construisent à partir de notre histoire, à partir de notre éducation, et ils nous permettent souvent de fonctionner rapidement, ça nous permet de gagner du temps, d'avoir certaines habitudes. Certaines routines aussi, elles ont du bon. Mais lorsque on est en mode automatique, on peut aussi s'enfermer dans certains schémas qui peuvent être répétitifs et qui peuvent nous desservir. Il faut avoir conscience de détecter les schémas qui sont bons pour nous et ceux qui le sont beaucoup moins. Voilà, donc je vous invite à vous questionner aujourd'hui sur cette question-là. Alors on va, pour vous donner un peu la trame effectivement de cet épisode des Chroniques du Mage, on va se questionner sur comment on regarde le monde à travers une carte, à travers notre propre lunette, voir comment l'automatisme nous fait certes gagner du temps et jusqu'au moment où ils peuvent effectivement nous enfermer. On va étudier plus précisément et aller détailler le schéma de cette boucle qui s'auto-entretient, de ces mécanismes dans lesquels on peut être prisonnier. Et puis, on va voir comment on peut s'en extirper, comment on peut s'en échapper, comment on peut sortir de ces schémas répétitifs, qu'ils soient personnels, familiaux, qu'ils soient au travail, qu'ils soient dans notre manière d'agir, de réagir, de nous rencontrer, de communiquer, qu'ils soient individuels ou collectifs, et voir comment on peut faire un pas de côté, créer une bifurcation, ralentir, choisir autrement, une autre voie, faire un pas de côté, créer un espace avant que la répétition ne revienne et enfin qu'on puisse désamorcer les choses et opter pour de nouvelles voies. Donc voilà la trame de cet épisode. Donc à la fin, dans la dernière partie plutôt de cet épisode-là, bien entendu, je vous donnerai cette pratique du mage moi je pratique depuis, on va dire des années, que je peaufine à chaque fois que j'en ai l'occasion. Vous donner les bonnes pratiques pour faire les pas de côté, pour remettre certaines habitudes en question, certaines croyances en question, pour essayer de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses et détecter le moment où on est dans une habitude qui est bonne pour nous, un automatisme qui est intéressant, et puis le moment où cet automatisme nous dessert, nous enferme, nous emmène dans des schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour nous. Et je vous donnerai quelques exemples à titre personnel. Déjà, commençons par se dire qu'on regarde toujours dans une situation, on regarde toujours à travers ses propres lunettes, à travers le propre prisme de son expérience, à travers sa propre carte. La situation que je vis moi n'est pas du tout la situation que vit un autre membre de mon équipe, que vit mon interlocuteur.
si c'est avec mon conjoint ou ma conjointe, on peut avoir une situation et la vivre de manière totalement différente, avoir une représentation, une carte de cette situation qui est, elle, totalement différente. Et du coup, notre carte du monde, se construit à travers notre éducation, à travers nos expériences, à travers nos difficultés, à travers aussi nos blessures, à travers, tout ce que nous vivons et ça crée nos valeurs, ça crée nos réussites, ça crée nos difficultés, ça crée, aussi ça vient aussi de notre je disais notre éducation, donc de nos modèles familiaux et tout ça va nous, donner une carte de représentation, une manière de percevoir le monde, une manière de réagir, une manière de vivre, les expériences, une manière, de vivre aussi ces schémas qui sont ancrés en nous. Alors, il faut distinguer simplement la croyance, c'est-à-dire de ce que je tiens pour vrai et ensuite cette croyance-là, quand je la répète, hein, ces pensées que je répète peuvent venir des croyances et ces croyances, vont déclencher des actions et ces actions vont à leur tour, déclencher des actions qui vont s'ancrer dans le temps, donc des habitudes et ces habitudes, on peut voir ça comme des schémas, des choses que je vais ancrer et du coup qui va être difficile ensuite, de déconstruire. On s'est mis du temps à construire, ça s'est ancré, engrammé jusque dans notre chair, jusque dans nos cellules, dans notre corps énergétique et du coup, ça prend du temps, ensuite quand on veut se changer ses habitudes. Alors peut-être sans spolier, mais ce sera peut-être l'objet, du prochain podcast de voir concrètement comment changer ces habitudes-là. Mais déjà, commencer par identifier ses propres schémas. Donc voilà, je vis des choses, je les perçois, j'ai des pensées qui ressurgissent, qui reviennent, je ressens des choses, je ressens des émotions qui souvent sont bien les mêmes par rapport à certaines situations. Ces pensées vont entraîner des croyances, des actions, des comportements qui vont devenir à leur tour des habitudes et qui vont devenir des réactions inconscientes au lieu d'être des actions conscientes. Alors deux personnes, je le disais, peuvent vivre la même situation et l'interpréter de manière très, très différente. Et je vous propose de dire, tiens, c'est dans quelle situation récemment que vous avez pu voir et vous dites: «Tiens, j'ai un schéma qui est en train de se répéter, j'ai une habitude qui est en train de revenir» et puis la personne, elle vit pas du tout la situation de la même manière que moi. Ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation, amicale, dans le cadre d'une relation, amoureuse. Donc on regarde le monde avec son propre prisme, avec ses propres, valeurs, avec ses propres croyances, avec ses émotions qui sont engendrées par ce prise de perception à travers ses propres lunettes. Et il est important quand on veut essayer de comprendre son monde, c'est de voir qu'est-ce que d'analyser un peu, c'est quoi les lunettes que j'ai, c'est quoi les verres que j'ai, comment ils filtrent ma perception de la réalité, comment ils teintent la perception de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce que je vis et comment ils me poussent à agir d'une certaine manière. Et puis quand on veut communiquer et aussi, mieux comprendre le monde de l'autre, il est important aussi d'essayer de rentrer dans son univers, de rentrer dans son monde et pourquoi pas, vous pouvez avoir l'image de pendant un temps, c'est ça, l'empathie quelque part, se mettre à la place de l'autre, porter ses propres lunettes, les siennes et regarder le monde à travers sa lunette. En tout cas, de faire l'effort de regarder le monde à travers ses lunettes. Tiens, si je me mets à sa place, si je me mets les lunettes et les verres qu'il a, l'éducation qu'il a eue, la personnalité qu'il a, sa sensibilité, ses valeurs, la situation dans laquelle il est, les besoins qu'il peut avoir. Tiens, comment il voit la situation? Qu'est-ce que cette personne perçoit? Quelles sont ses pensées, ses idées sur le sujet, ses croyances? Quelle émotion elle peut ressentir? Et en quoi ces émotions la poussent à agir dans une telle ou telle direction? Quels sont ses besoins réels? Et là, je peux me connecter vraiment à la personne, me connecter à sa situation, comprendre ce qu'elle vit et pouvoir mieux communiquer, mieux interagir avec elle. Alors déjà, c'est prendre conscience aussi, chez soi, en auto-empathie, aussi, c'est quoi ma carte du monde? C'est quoi la manière dont je vis, les choses? C'est quoi, mes mécanismes? C'est quoi les connexions que mon mental emprunte, les circuits que j'emprunte lorsque je fonctionne et que mon cerveau, connaît déjà? Donc c'est ces automatismes-là. Alors vous pouvez vous demander, ça, c'est quoi les automatismes que vous avez? C'est quoi les réactions que vous avez le plus souvent? Dans des situations, alors ça peut être de vous mettre en colère par rapport à telle situation, ça peut être de faire preuve d'impatience dans d'autres situations. Par exemple, si vous êtes manager, dirigeant d'entreprise ou avec une équipe, avec certains collègues, quand ils n'obtiennent pas les résultats, quand ils ne répondent pas dans les temps souhaités, quand les réunions durent trop longtemps, quand, les résultats sont pas en rendez-vous. Tiens, c'est quoi votre mode de réaction? Est-ce que vous êtes empathique? Vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce que vous ressentez de la frustration? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que vous vous mettez en colère? Est-ce que vous êtes exigeant? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Ça peut être dans le cas d'une situation, aussi, relation personnelle avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça, c'est quoi les mécanismes les plus courants ou les schémas répétitifs? Ceux qui vous vont, mais aussi ceux qui vous vont pas.
ceux que vous aimeriez changer. Qu'est-ce que ça vous fait éprouver? Pourquoi vous aimeriez les changer? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans la situation ou dans votre mode d'agir ou de réagir face à une situation? Donc prendre conscience qu'on voit le monde à travers une carte et que cette carte-là n'est pas le territoire, on peut avoir un espace beaucoup plus large. Bon, cette phrase n'est pas de moi, je vous laisserai chercher de savoir où elle est, la carte n'est pas le territoire, et comprendre aussi la carte et le monde de l'autre, et ouvrir un territoire plus vaste dans l'échange et dans la communication. Alors, quand on parle de nos automatismes ou de nos schémas qui se répètent, il y a parfois du bon en fait dans ces schémas-là. Il y a des habitudes, des routines qui sont bonnes à prendre, qui nous permettent de gagner du temps, d'avoir un certain raccourci, qui nous permettent de nous faciliter la vie au quotidien. C'est vrai, quand on doit ouvrir une porte, démarrer sa gazinière, démarrer sa voiture, conduire, s'arrêter à un feu rouge ou à un stop, il faut avoir de la vigilance, mais il y a certains automatismes qui sont bons à avoir, qui nous font gagner du temps. On peut avoir aussi des automatismes de prise de décision, des manières de se réunir qui fonctionnent. On fait le bilan de la semaine, le lancement d'un projet, le débrief d'un projet, le point sur les ventes. Si on est par exemple directeur commercial, ça peut avoir du bon. Ce sont des habitudes de communication, des rituels qui peuvent avoir du bon, de même que dans la vie familiale. Dans un couple, ça peut avoir du bon de se raconter sa journée, de débriefer sur les bons moments qu'on a passés, les moins bons, de prendre un temps d'écoute comme ça au moment de l'apéro, lors du repas qu'on peut prendre en couple ou en famille. C'est des moments de se donner des nouvelles, c'est des habitudes qui peuvent avoir du bon. Donc les habitudes, c'est aussi des automatismes. Là, je vais faire référence à Daniel Kahneman qui nous parle du système 1 et du système 2 et nous dit on est soit en mode système 1, c'est-à-dire c'est rapide, automatique, intuitif, c'est les habitudes dans lesquelles on est. On prend des décisions, peut-être pas de la meilleure manière, mais en tout cas, ça permet une prise de décision rapide. On a des habitudes, des réflexes qui sont bons pour nous. Et ça, les sportifs, ils les travaillent, ces routines, ces réflexes. Euh, J'entendais récemment un podcast avec un rugbyman. Bah oui, quand il doit taper dans le ballon, les mettre entre les deux poteaux, c'est des gestes, ou un tir au but pour un footballeur, c'est des gestes qu'on va répéter maintes et maintes fois, quotidiennement, pour ancrer ça dans le corps et avoir certains automatismes. Et le moment venu, cet automatisme va se déclencher et ça va être utile pour nous ou utile pour la performance. Ok, donc ça c'est la partie utile, le système 1. Puis il y a le système 2 qui est plus lent, qui est plus attentif, qui est plus délibéré, plus raisonné, qui va réfléchir avant de prendre une décision, qui va faire le pas de côté, qui va explorer différentes options, qui va prendre du recul, qui va comparer, analyser, qui va regrouper plusieurs informations avant de se décider, avant d'agir, avant de prendre une décision. Et ça aussi, c'est un système qui est utile. Alors, dans l'imagerie, on peut avoir l'image du lièvre, hein, c'est celui qui va vite, intuitif, qui répète les mêmes gestes, et puis l'image aussi de la tortue, qui va prendre plus de temps, qui va se déplacer plus lentement. Mais on sait, en tout cas dans la fable de La Fontaine, laquelle gagne à la fin, effectivement. Donc les deux sont utiles. Ces deux systèmes sont utiles. Alors le problème, c'est pas tant la routine, le problème, c'est d'utiliser automatiquement une réponse ancienne, alors que la situation présente demanderait autre chose. Il faut arriver à faire preuve de discernement, se dire, tiens, dans mes routines-là, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles me sont utiles? Est-ce que ma manière de penser, ma manière de décider, elle est bonne, là, maintenant? Ou est-ce que pour cette prise de décision, j'ai besoin de penser autrement, de regrouper plusieurs informations, de demander conseil à d'autres personnes, d'interroger mon entourage, d'interroger mon équipe, de prendre contact auprès de fournisseurs, de regrouper des infos, d'interroger mon intuition pour voir ce qu'elle me dit, ma perception, mon ressenti, pour arriver à prendre plus de temps, plus de recul nécessaire, plus de conscience, plus de discernement avant de prendre ma décision. Alors c'est sûr, ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'énergie, mais il faut avoir conscience de quand il est nécessaire de réinterroger son mode d'action, son mode de réflexion, son mode de raisonnement et son mode de décision. Donc ça amène à une question, qu'est-ce que je continue à faire simplement parce que j'ai toujours fait comme ça, que ça m'est utile? Et qu'est-ce qu'il serait bon que je questionne pour que je fasse autrement? Alors encore une fois, ça peut être une prise de décision que vous pouvez avoir, autant dans une vie personnelle qu'en tant que dirigeant, par exemple, ou dans la famille, la manière dont je décide, dans mon couple, dans mes choix de vie.
Si je prends du temps à décider, si je décide uniquement en comparant des choses de manière très, très rationnelle, méthodique, ou si parfois je questionne mon intuition et j'écoute cette voix ou je ne l'écoute pas au fond de moi, qu'est-ce que ça me dit quand je l'écoute, qu'est-ce que ça me dit quand je ne l'écoute pas. Donc ça sera le sujet, ça aussi, d'un autre podcast, d'aller écouter cette voix de l'intuition. Et si je fais ça aussi dans des habitudes de fonctionnement, ça peut être aussi les habitudes de réunion. Si je prends le cas dans l'entreprise, au travail, on peut se réunir par habitude, avec des réunions qui peuvent prendre plus ou moins du temps, 1 heure, 2 heures, j'entends même parfois parler de réunions de 3-4 heures, dans lesquelles il ne se dit pas forcément des choses pertinentes, où on n'a pas de réelle prise de décision, on n'avance pas réellement sur les projets, mais c'est une habitude de communication qui est ancrée, une habitude de fonctionnement qui est ancrée. Et on peut là se questionner, est-ce que cette habitude est bonne? Est-ce que cette routine est bonne? Est-ce que la fréquence de mes réunions sont bonnes? Est-ce que je convie les bonnes personnes? Est-ce que j'attribue les bons rôles et les bonnes, est-ce que j'ai le bon déroulé? Est-ce qu'il y a le bon timing? Est-ce que les gens sont suffisamment impliqués? Est-ce qu'on devrait revoir peut-être la fréquence de nos réunions? Peut-être y inviter d'autres personnes, faire ça en comité plus restreint, de manière peut-être plus espacée, peut-être dans un temps plus court, peut-être faire des réunions tournantes aussi avec des rôles qui sont attribués. Tout ça pour expérimenter des choses différentes et ne pas être dans l'automatisme de la manière dont on se communique et dont on se réunit. Voilà. C'est une manière aussi de détecter ces mécanismes. Ça peut être aussi des mécanismes, je le disais, dans sa prise de décision. Peut-être que je prends des décisions tout seul, ou peut-être que je prends des décisions consultatives, en consultant, si c'est dans une sphère personnelle, mes amis, les membres de ma famille, peut-être mes collaborateurs. Et puis si j'ai l'habitude de prendre des décisions tout seul, est-ce que c'est purement rationnel? Est-ce que j'écoute mon ressenti? Est-ce que j'écoute mon intuition? Est-ce que si pour une fois aussi je sollicitais l'avis de mes collaborateurs les plus proches, que je les sollicitais à titre individuel ou que je les réunissais collectivement et que je leur demandais ouvertement quelles étaient leurs perceptions, leurs ressentis, leur avis sur le sujet, ou de venir avec un avis préparé, réfléchi de leur côté, et de le partager au groupe pour éviter l'effet d'halo de groupe, et de le partager au groupe et écouter des points de vue, des avis différents avant de prendre une décision. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi expérimenter une fois pour pas être dans le même schéma de décision, un vote sociocratique, voilà, pondéré pour les différentes options, ou les différents projets, ou les différentes options qu'il pourrait y avoir, et solliciter l'avis d'un collectif. J'ai pu animer ça notamment avec des comités de direction. Se questionner sur ses habitudes d'échanger, de communiquer, de décider aussi, d'agir, et de pouvoir avoir, par exemple, un plan de développement, ou un plan de schéma directeur pour les 5 prochaines années, et de pouvoir les questionner et le décider de manière collective avec des méthodes de travail différentes pour sortir des habitudes, justement. Ça, c'est une manière aussi de faire. Voilà. Donc un schéma devient limitant lorsqu'une ancienne réponse se déclenche avant que nous ayons réellement regardé la situation présente et avant de se dire, tiens, est-ce que cette situation me va? Est-ce que la manière dont je, je réfléchis, la manière dont je travaille, la manière dont je décide, la manière dont je communique avec quelqu'un fonctionne? On peut avoir aussi ces schémas je disais, dans la communication avec son entourage. La manière dont je communique avec mes enfants, en étant à l'écoute, compréhensif, en ouvrant des espaces de dialogue, ou en les jugeant, en leur disant ce qu'il faut faire, pas faire, en les jugeant sur leur action, ou en me plaignant que je passe pas assez de temps avec eux, que je communique pas assez, qu'on n'a pas assez de temps d'échange et que j'en exige de manière différente. Tiens, faire le pas de côté, se questionner, tiens, c'est quoi mes habitudes de communication avec mon enfant, avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mon collaborateur, mon hiérarchique? Est-ce que ces habitudes me vont? Est-ce que ces schémas fonctionnent? Ou est-ce que ces schémas, j'aurais envie d'en changer parce qu'ils ne servent pas à mes besoins, ils n'ouvrent pas un espace de dialogue pertinent, ils n'apportent pas une belle collaboration, ou une belle relation de famille, ou une bonne relation amicale, ou une bonne relation de couple? Donc j'invite à vous interroger aussi sur vos différents schémas et vos automatismes. Alors, certains schémas vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'à force de les répéter, nous finissons parfois par créer nous-mêmes les conséquences qui semblent nous donner raison. C'est-à-dire qu'on crée des schémas qui s'auto-alimentent. On se crée parfois aussi des biais de confirmation en disant j'ai bien raison de réagir de telle manière ou de penser de telle ou telle façon. Parce que la réalité me donne raison, et j'entretiens et j'ancre encore plus profondément en moi ce mécanisme. Alors je vous rappelle, il y a une situation qui arrive, le mécanisme, j'ai une vision,
des pensées qui viennent par rapport à cette situation. J'en fais une interprétation. Cette situation me génère des émotions qui va me générer elle-même, me pousser à agir. Une réaction qui va être la conséquence, qui la plupart du temps va être inconsciente et va renforcer le schéma. Donc le but, c'est d'arriver à conscientiser les schémas que vous vivez pour éviter d'être un peu dans cette roue du hamster, dans cette roue qui cette situation qui s'auto-entretient et arriver à faire le pas de côté pour en sortir. Donc, pour cela, je vais aller me dévoiler un petit peu et je vais peut-être en profiter pour vous donner un exemple concret. Parce qu'on dit souvent une image vaut 1000 mots, donc une expérience aussi ou un partage d'expérience, même si c'est pas facile forcément de se dévoiler comme ça en podcast quand je le fais. En formation, en comité plus restreint, c'est un peu plus facile, mais je veux apprendre aussi de faire un peu différemment justement au fur et à mesure de ces chroniques. À votre santé. Avant, je vais boire un petit coup. Voilà, un petit coup d'eau avant de vous raconter. Alors, je vais vous partager une situation, par exemple, dans mon couple, une situation qui peut arriver et qui sont des habitudes ou un schéma répétitif. Lorsque j'ai passé une journée fort occupée, à accompagner des personnes individuellement, collectivement, avec souvent un temps de trajet parfois d'une heure et demie pour aller dans une entreprise, chez certains clients, que j'arrive en fin de journée, voilà, parti à 7 heures du matin, arrivé à 19 heures le soir, ça fait déjà des bonnes journées avec pas mal d'attention, une sollicitation des groupes que j'ai accompagnés. Je suis souvent assez rincé, physiquement, émotionnellement, relationnellement et j'ai besoin d'un temps pour me ressourcer. Là, j'arrive à la maison, pendant un certain nombre, d'années. Ma conjointe, elle, mon épouse, attendait que je sois, à cette heure-ci, 19h-19h30, disponible pour elle, pour échanger, pour, passer du temps ensemble, pour raconter notre journée, pour partager comment ça s'est passé ensemble et cetera. Et donc je lui expliquais souvent que non, j'étais trop fatigué, qu'elle me laisse un temps, voilà, que j'avais besoin voilà et de temps pour respirer, de temps pour me ressourcer. Et encore au début, je l'exprimais pas comme ça, j'exprimais plutôt par un mode d'agacement, en me disant: «Attends, je viens d'arriver, laisse-moi déposer mon sac, mes bagages». Et puis, je l'écoutais sans l'écouter en l'écoutant à moitié, en étant fatigué, en n'étant pas totalement présent. Parce que, j'avais, cette fatigue effectivement de la journée, cette fatigue cognitive, cette fatigue aussi, je dirais, relationnelle. Voilà. Et du coup, avec le temps, avec les mois, avec les années, avec l'expérience, j'ai pu identifier, ce schéma-là et donc cette difficulté de communication qu'on avait parce qu'on avait des besoins différents. Elle, de me retrouver et se connecter à moi et de passer du temps avec moi et moi de me ressourcer pour ensuite pouvoir, être disponible avec elle. Et donc on a mis à jour, on a exprimé chacun mutuellement nos besoins et au fil des semaines, au fil, des mois, on a pu, comme ceci, changer notre habitude de communication, changer, notre mécanisme, notre schéma répétitif pour, pouvoir avoir un espace dans lequel je puisse me ressourcer en revenant d'intervention pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois c'est que 20 minutes, quand j'arrive à me ressourcer plus rapidement pour ensuite pouvoir se retrouver et c'est un temps, qui est respecté par mon épouse. C'est un temps, voilà, qui m'est nécessaire et c'est un temps qui fait partie maintenant d'une nouvelle habitude, d'un nouveau rituel. On a réussi à casser ce schéma, là de communication et puis, qui plus est, dans cette communication au départ, on était un peu dans ce schéma bourreau, victime, sauveur, ce triangle dramatique, de Karpman. Alors je le détaillerai peut-être lors d'une prochaine chronique, mais voilà, c'était, «Je suis pas content, laisse-moi du temps, moi je suis pas content, j'ai envie de te retrouver». Donc on était à la fois bourreau, victime et sauveur de l'autre et donc en mettant des règles du jeu en place, en ayant conscience de la situation, en parlant de la situation, en mettant des mots, en exprimant ses besoins, ses émotions, on est arrivé à trouver un terrain d'entente, une manière de fonctionner, une nouvelle habitude qui casse le schéma habituel de communication, de relation et qui nous va l'un et à l'autre et qui est respectueuse de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, on a cassé cette boucle qui s'auto-entretenait. Du coup, ce schéma, voilà, c'est une réaction qui s'auto-entretient, mais qu'on peut aussi déjouer. Et là, je vous ai donné un exemple pour pouvoir déjouer et pouvoir trouver un autre mode de fonctionnement qui permet de convenir à l'un et à l'autre et ne plus être dans la répétition de ces schémas. Mais pour ne plus être dans la répétition de ces schémas, il faut en avoir aussi conscience.
Ça peut être le cas, pour donner un autre exemple, et toujours dans la sphère personnelle, dans certaines situations, alors je ne vais pas donner forcément de détails, mais avec les enfants. Nous sommes en famille aussi, recomposée. Voilà, donc quand ils étaient plus jeunes, la manière dont réagissait, l'un des enfants de ma conjointe, de mon épouse, la manière dont réagissait un de mes enfants, on pouvait être dans ce mode de mécanisme de pouvoir, juger, critiquer, exiger: «Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça avec mon enfant? Pourquoi tu as pas me donné dit telle chose? Et tu moins exigeant avec tes enfants, qu'avec les miens?» et cetera, et on a pu sortir et apprendre de ces modes de communication, de ces schémas, répétitifs, pour se donner aussi des règles du jeu, comment on communique, qui a la primauté de la communication, comment on reste devant notre enfant cohérent de discours l'un et l'autre, et si on est indifférent de perception ou d'interprétation ou d'action ou de décision, bah, qu'on en parle, mais en aparté, et qu'ensuite on retourne voir l'un de nos enfants pour lui en faire part. Donc ça, c'était notamment quand aujourd'hui ils sont un peu plus grands et autonomes, mais quand ils étaient plus jeunes, il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est une manière effectivement d'identifier les schémas répétitifs, les situations qui se répètent et qui ne conviennent pas. Et qu'on est en droit et qu'on a la capacité de changer. Mais faut-il encore les identifier et pour pouvoir sortir de la boucle et faire le pas de côté. Voilà, donc je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples, mais c'est déjà pas mal, je vous en ai donné quelques-uns, je pense qu'ils permettent de vous identifier, vous, de votre côté. Donc, un schéma, ça ne se contente pas toujours de se répéter, il peut contribuer aussi à produire des conditions qui sont ensuite le confirmer. Et donc, on a du mal à sortir de cette boucle-là. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Et on a aussi des croyances qui deviennent des biais de confirmation. On va chercher dans les propos de l'autre, dans ses propres propos, la confirmation qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense, qu'on a bien raison de réagir comme cela, qu'on a bien raison de voir les choses de cette manière-là et qu'il ne faut pas en démordre. Et c'est là où ces schémas sont bloquants, quand on n'a plus cette capacité de faire le pas de côté, d'observer, de prendre de la hauteur, de voir la situation de différentes manières, d'adopter le point de vue de l'autre et de se dire, tiens, comment je peux percevoir les choses différemment? Est-ce que la manière dont je fonctionne, elle me sert? Elle sert à l'autre, à la communication? Elle crée quelque chose de meilleur dans la situation ou pas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Déjà, voir les choses différemment, les penser différemment, les ressentir différemment et explorer des choses pour agir différemment. Alors, du coup, nos schémas, ils peuvent être personnels, ils peuvent être familiaux, ils peuvent être collectifs. C'est vrai que la manière dont vous avez été éduqués, si on est dans une famille, par exemple, qui, où on ne dit pas les choses, on n'exprime pas ses émotions, on n'exprime pas son mécontentement, sa colère et sa frustration, on fait mine que tout va bien, on garde ça pour soi, et ben, on va avoir ancrer ce type de schéma-là, et on va être quelqu'un d'un peu plus taiseux, d'un peu plus introverti, on va avoir du mal à exprimer, heu, dans le niveau personnel et encore plus au travail, son état d'être, sa frustration, sa colère, quelque chose qui ne va pas, nos émotions, et donc c'est quelque chose et un schéma qui va être forcément ancré en nous. Alors ces schémas-là, on peut apprendre aussi à les déjouer et plus tard peut-être à s'ouvrir, à parler le langage des émotions par petits pas, à exprimer ce que l'on ressent. Mais il va falloir trouver des stratégies pour le faire parce que ça va créer des schémas qui vont être ancrés en nous. Si au contraire on a l'habitude d'exprimer ses émotions, que depuis sa plus tendre enfance, on le fait à table, en famille, on le fait avec les parents, qu'on a des temps intimes pour en parler ou des temps familiaux où c'est libre et l'expression est libre à ce sujet-là, et on invite les enfants à s'exprimer aussi de manière sensible et personnelle, eh bien, c'est un schéma qui va faciliter aussi ma communication. Donc, faut pas chercher forcément nécessairement l'origine de tout, mais comprendre peut aider et peut aider à voir comment on fonctionne. Et si je fais le pas aussi, la dernière fois, je parlais lors du karma de schémas qu'on peut hériter aussi, mais dans notre vie, de ce qu'on se crée dans cette vie-là. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur est-ce que le karma existe, je vous invite à voir l'épisode précédent, les Chroniques du Mage numéro 8 sur le karma existe-t-il. Je ne vais pas détailler cette partie-là, mais pour vous dire qu'on peut hériter aussi des choses de son passé et qu'on peut hériter des choses aussi inconscientes de ses aïeux et qui nous créent des schémas répétitifs. Et là, c'est aussi, un autre héritage. Alors est-ce qu'on peut, s'en sortir? Oui, il y a des stratégies pour cela. Donc, en entreprise, je vous disais, on peut avoir des mêmes réunions, se réunir avec les mêmes personnes, avoir les mêmes façons de décider, les mêmes process, parce que ça a toujours fonctionné ainsi. Et parfois, ces schémas-là collectifs aussi, on peut remettre en cause des rituels,
Voilà, ce que je disais tout à l'heure, de la manière de communiquer, des réunions, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Est-ce que la fréquence est pertinente? Est-ce que le process d'organisation est pertinent? Est-ce que le process de décision est pertinent? Est-ce que la manière de l'animer est pertinent? Et on peut expérimenter, tester, se donner l'autorisation de décider de nouvelles choses. Et on peut se poser la question à titre individuel ou collectif, est-ce que cette routine nous sert encore à quelque chose? Est-ce que ça sert à la reproduire ou est-ce que ça nous enferme, ça nous restreint, ça nous limite? Est-ce qu'on n'expérimenterait pas autre chose? Voilà, donc la routine peut avoir du bon, peut avoir de l'habitude, des habitudes qui peuvent avoir du bon, mais elle peut aussi, des fois, nous enfermer dans certains schémas. Alors ça peut être aussi des schémas, si on regarde la sphère plus intime, la manière dont je vis, où j'ai vécu mes relations amoureuses, le type d'homme ou de femme avec qui je tombe amoureux, quel type de relation j'entretiens, qu'est-ce qui fait que les histoires ont un moment pris fin, est-ce que c'est moi qui ai quitté la personne, est-ce que c'est elle, quels étaient les contextes, les circonstances, est-ce que j'ai des schémas que je répète, est-ce que c'est des schémas que j'ai vécus, que j'ai vus avec mes propres parents, sans faire de la psychologie de comptoir, mais il y a vraiment de la mémoire aussi et de l'analyse transgénérationnelle. Est-ce que moi-même ou mes grands-parents, tels qu'ils l'ont vécu aussi de leur côté, comment c'était, comment ils ont vécu leur histoire amoureuse, l'histoire familiale, comment ça s'est passé dans nos familles quand on s'intéresse un peu, déjà, de manière très très simple au niveau transgénérationnel, c'est de s'intéresser à l'histoire de sa famille, s'intéresser à l'histoire de ses aïeux, s'intéresser voilà, à la mémoire familiale. Et là, on peut avoir quelques clés et certaines prises de conscience. Et puis, je peux vous inviter aussi à aller faire des choses avec des thérapeutes qui travaillent dans le transgénérationnel ou aller aussi participer à quelques constellations familiales. Si vous désirez en savoir un peu plus, voilà, vous pouvez aussi me contacter et je peux vous donner un peu plus d'informations, voilà, par message privé sur les différents réseaux. Voilà. Donc ça, c'est tous nos schémas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les conscientiser. On peut parfois faire le pas de côté et s'en libérer. Alors, comment sortir de ce schéma-là? Peut-être en cherchant immédiatement à devenir quelqu'un d'autre, mais en créant aussi un tout petit espace entre ce qui nous arrive et puis la réponse que l'on a. Alors là, ce que je vous propose de faire pour déjouer ces fameux schémas répétitifs, c'est de créer une bifurcation, repérer quand ce schéma se déclenche, apprendre à ralentir, à faire le pas de côté, à être pas dans le mode lièvre en permanence, réaction, rapidité d'exécution, rapidité de décision, mais faire le pas de côté et se mettre en mode tortue. Et dans le mode tortue, bah, c'est créer un espace avant que la répétition n'ait lieu. Alors, c'est pas toujours évident de le faire dès la première fois, mais à force de le faire, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir, et faites-le pour un mécanisme ou deux mécanismes de répétition de ces schémas répétitifs-là, vous allez pouvoir voir les choses différemment, expérimenter de nouvelles choses et modifier votre manière de réagir face à cette situation et de vivre les situations et déjouer certains schémas qui sont les plus nocifs pour vous. Alors, voici cette pratique du mage. Quelques questions que vous pouvez vous proposer. Alors, je vous invite à penser à une situation que vous vivez, inconfortable, dans votre sphère personnelle, professionnelle, votre mode de communication, votre prise de décision, par rapport à, voilà, à une relation avec une personne, par rapport à une situation précise, une relation précise, voilà, en communication, ça peut être, peu importe. Regardez qu'est-ce qui se répète. Quelle pensée à croyance apparaît presque automatiquement dans ce type de situation-là? Quelles émotions et sensations corporelles sont présentes? Et vous pouvez vous connecter à ces émotions, à ces sensations-là, et les ressentir dans l'ici et maintenant. Comment est-ce que vous réagissez habituellement? C'est quoi vos comportements? C'est quoi vos habitudes, vos réflexes? Qu'est-ce que cette réaction produit chez soi? Qu'est-ce qu'elle produit chez l'autre? Est-ce que cette réponse contribue à renforcer ce que vous redoutez? Et puis vous demandez, tiens, maintenant que j'ai déjoué, en tout cas j'ai pris conscience de cette manière de fonctionner, de ce fonctionnement, quelle réponse différente, même minuscule, je pourrais essayer cette fois-ci? Qu'est-ce que vous pourriez faire un tant soit peu différemment? Quel est le pas de côté que vous pourrez faire? Quelle est la pensée, par exemple, que vous pouvez faire évoluer ou changer? Quelle est l'émotion que vous pourriez diminuer dans son intensité? Quelle est la temporisation que vous pourriez faire pour ne pas réagir directement dans la communication, par exemple, avec autrui? Quelle serait la chose que vous pourriez faire? Aller boire un verre d'eau, aller marcher quelques pas, aller prendre l'air, différer l'envoi d'un message ou la prise de décision, temporiser, écouter l'autre, poser une question avant de répondre et de réagir comme vous faites d'habitude. Peu importe, trouvez la petite chose, la petite astuce qui va vous permettre de gagner du temps, d'observer et de temporiser votre réaction habituelle, programmée.
Voilà, donc repérez, ralentir, questionnez votre façon de faire, prenez conscience, faites un pas de côté, prenez de la hauteur et faites une action différente. Prenez une respiration, un verre d'eau, allez marcher quelques pas, questionnez, bougez, essayez quelque chose de différent pour voir ce que ça donne, ce que ça fait, qui vous invitera à sortir du schéma répétitif. Et on va dire aussi de manière plus générale, c'est important d'introduire de la nouveauté aussi dans votre vie. Vous pouvez l'introduire effectivement de différentes manières, c'est-à-dire de faire des choses que vous ne ferez pas habituellement, de vivre des expériences différentes. Alors au-delà de vous créer des connexions neuronales différentes, d'ouvrir des chemins, donc d'ouvrir des possibles, vous allez vous confronter à une réalité différente, ouvrir vos chakras quelque part et vous ouvrir à des solutions différentes, et créer des opportunités différentes. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Alors dans mon cas, par exemple, ça peut être avec un ami qui donne des cours de cuisine, d'aller prendre des cours de cuisine italienne. J'adore cuisiner. Et puis d'aller apprendre à faire des pâtes fraîches, j'en avais jamais fait, à cuisiner la viande de telle ou telle manière. euh, voilà, apprendre à faire des cours de cuisine. J'ai pu partager ça avec mon épouse, avec des amis, avec de la famille. Et ça crée des relations différentes aussi avec les gens de mon entourage. Et d'aller vivre un instant et un moment différent. Ça peut être, par exemple, et là j'ai pu voir récemment un spectacle. Moi j'ai participé à un orchestre symphonique en tant que trompettiste, hein, si vous voulez tout savoir, quand j'étais plus jeune. Et j'ai pu donc contribuer à l'orchestre universitaire à Grenoble à créer un opéra avec des chanteurs lyriques. Mon épouse n'avait jamais jamais entendu vraiment de chant lyrique, hormis quelques extraits à la radio ou à la télévision. Et du coup, on a pu, à côté de chez nous, il y a un festival, tiens, je leur fais un peu de publicité, le festival ça s'appelle la Grange de Fondrement. Donc à l'intérieur d'une grange et puis dans d'autres endroits du village, ce sont deux musiciens, violoncellistes et chanteuses, violoncellistes classiques et chanteuses lyriques, qui ont proposé une semaine de festival. Et donc on a entendu parler, on a vu quelques extraits sur leur réseau et bien on a vécu l'expérience d'aller assister à une soirée de chant lyrique. Donc ça nous crée une autre perception sensible du monde. Ça nous ouvre d'autres possibles, ça questionne notre manière d'être. Voilà. Ça va pas changer la face du monde, mais ça peut changer la face de notre monde à nous et nous ouvrir d'autres possibles. Et donc ça, c'est une nouvelle habitude. Allez donc voir un nouveau film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Allez lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Moi, j'aime bien aller en librairie et j'aime bien aussi avoir mes propres habitudes. Donc je vais lire j'aime bien la littérature sur les grands espaces, la littérature notamment, hormis les grands classiques aussi français, mais nord-américaine. Voilà, les histoires de pionniers, de cow-boys, d'Indiens, de grands espaces. Voilà, bon, c'est ce type de littérature que j'affectionne notamment. Et puis de temps en temps de me dire, tiens, sortir de ce type de littérature-là et demander au libraire qu'est-ce que je proposerais dans un style qui est totalement autre. La dernière fois, tiens, je lui ai dit, tiens, j'ai jamais vraiment lu de science-fiction. Est-ce qu'il y a un auteur de science-fiction que tu me conseillerais? Un livre que je devrais absolument lire ou un livre qui est sorti là que je pourrais aimer, qui pourrait être sympa, que je pourrais découvrir. Et là, on va découvrir un nouvel auteur, une nouvelle littérature. Voilà, c'est écouter une nouvelle musique, c'est faire une nouvelle activité physique, c'est aller dans une nouvelle destination dans laquelle on n'est jamais allé, c'est de manger une nourriture différente, c'est d'aller dans un nouveau restaurant, tout autant de choses que l'on peut faire, pratiquer, qui vont nous ouvrir et nous bouger de nos habitudes et nous faire vivre une expérience différente qui vont venir enrichir nos sens, enrichir nos perceptions, enrichir notre base de données interne et vont nous ouvrir des perspectives, vont créer des connexions et ouvrir des possibles et nous amener à nous sortir de nos schémas habituels, de nos schémas répétitifs. Donc le voyage, on dit, forme la jeunesse et souvent le voyage permet aussi cela, permet d'aller s'ouvrir à une autre culture, s'ouvrir à d'autres manières de penser, s'ouvrir à de nouveaux paysages, à voir la beauté du monde autrement, la beauté des gens aussi autrement, voilà, à vivre et s'enrichir d'autres expériences. Donc c'est important d'introduire volontairement de la nouveauté dans sa vie, quelle qu'elle soit. Alors je ne changerai pas, je dis habituellement de conjoint ou de conjointe. On ne va pas aller aussi changer ses enfants. On ne va pas tous les 4 matins changer de travail. Mais peut-être parfois dans certaines entreprises, notamment quand je pense à ça,
Des personnes vont faire pendant 15 ans, 20 ans ou 30 ans la même activité et vont très bien s'en contenter. Et d'autres vont vouloir évoluer, alors changer de métier, changer d'entreprise, mais parfois dans des plus grandes entreprises qui le permettent, évoluer dans la même société et puis changer de poste. Un jour d'être au poste des achats, un autre jour de la logistique, ensuite faire responsable qualité, responsable clientèle, etc. Et vont évoluer au sein de la même structure en y vivant des expériences, en se confrontant à des expériences différentes, en se challengeant quelque part à faire des choses nouvelles et à se renouveler. Et donc ça évite aussi de tomber dans ces pièges et ces schémas répétitifs. Et voilà, donc c'est important voilà, d'avoir ces temps-là d'espace pour faire des choses différentes. Donc, au lieu de se demander qu'est-ce que je vais commencer, aussi on peut demander qu'est-ce que j'arrête de répéter. Et parfois on peut se demander, tiens, c'est quoi les habitudes nouvelles ou les choses nouvelles que je vais faire. Et aussi quelles sont, parce qu'on n'a pas le temps dans une journée, dans une vie, dans une année de faire tout peut-être ce que l'on voudrait. Mais par contre se demander, tiens, qu'est-ce que je décide d'arrêter? Qu'est-ce qui me nourrit plus? Je vous invite à vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui est fané chez moi, est mort chez moi? Qu'est-ce que j'ai plus envie de nourrir ou plus envie de vivre? Quelles sont les habitudes que j'ai envie d'arrêter, qui sont plus bonnes pour moi? Et puis du coup, tiens, quelle nouvelle habitude j'ai envie d'essayer? Saisir une opportunité de quelqu'un qui propose quelque chose de différent, ou au contraire, quelque chose que vous avez vraiment eu envie de faire depuis longtemps et qu'il est temps de mettre en action, de mettre en œuvre. Voilà, d'aller vivre un week-end, comme je disais, une expérience, un concert, un spectacle, d'aller partir en week-end quelque part ou de faire un voyage que vous n'avez jamais fait, d'aller rencontrer une personne que vous rêvez de rencontrer et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire. Voilà, je pense que c'est important. Alors, on arrive progressivement au bout de cette chronique. Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes schémas? Peut-être d'abord parce qu'ils nous sont familiers, parce qu'ils facilitent notre vie, parce que c'est facile de les emprunter. Et puis parfois nous disons je suis comme ça, c'est ancré en moi, on va pas changer. Puis avec le temps surtout, il est parfois difficile de se changer. Mais suis-je vraiment comme ça ou est-ce que j'ai simplement appris dans cette situation à penser, à ressentir et à agir de cette manière-là? Et la différence est immense. Et donc si je peux observer un fonctionnement qui s'est construit en moi, je peux commencer aussi à le reconnaître, à voir où il se déclenche. Et au moment où il se déclenche, à faire le pas de côté nécessaire. Et puis à pouvoir le changer, à entendre la vieille pensée qui revient, à sentir l'émotion habituelle qui monte, et parfois introduire quelques secondes de conscience avant de répondre, avant de réagir. Je ne suis peut-être pas non plus responsable de tout ce qui m'a façonné, mais je peux progressivement devenir responsable de ce que j'en fais de cet héritage-là. Et alors, je vous laisse avec ces questions. Qu'est-ce qui revient régulièrement dans ma vie? Quelle situation me fait presque toujours penser, ressentir ou réagir de la même manière? Et si la prochaine fois, je cherchais, pas à tout changer, mais simplement à faire une chose un peu différente, eh bien, je vous l'invite à la faire, cette chose-là. Et nous cherchons souvent ce que nous pouvons commencer à changer dans notre vie, mais peut-être pouvons-nous aussi nous demander qu'est-ce que je suis enfin prêt à arrêter de répéter? Je vous laisse avec cette question, et puis aussi avec quelque part une introduction à la prochaine chronique. Si on peut observer un schéma, ralentir avant de réagir, commencer à répondre autrement, une question beaucoup plus vaste apparaît derrière tout ça. Certains de nos fonctionnements sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour les plus vieux qui m'écoutent. Certaines croyances semblent faire partie de notre identité, alors qu'il suffit vraiment d'en prendre conscience pour être si différent. Pas si facile de changer. Peut-on transformer profondément sa manière de penser, de ressentir, d'aimer, de travailler, de décider, de vivre ensemble, d'entreprendre? Et en d'autres termes, est-ce qu'on peut vraiment changer? C'est la question que je vous propose d'explorer dans la prochaine chronique du mage. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette chronique a éveillé des choses en vous, qu'elle vous a intéressé. Je crois que je dis à la fin, là, dans la conclusion, dans le lancement de conclusion que je vais faire là dans le son, mais n'hésitez pas à me le dire, à partager autour de vous, à me le dire aussi dans les réseaux sociaux, à échanger avec moi. C'est vraiment très précieux d'avoir vos retours et de pouvoir aussi vous répondre en construisant d'autres vidéos et d'autres chroniques. Donc, je vous souhaite une bonne suite à vous, un bon questionnement, et je vous dis à bientôt dans une prochaine chronique du mage. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du mage. Je vous dis à bientôt.